Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Alors une émission, vous le voyez, dans un format tout à fait particulier puisqu'elle s'inscrit dans le Festival du Rendez-vous des Futurs. Alors peut-être que si vous nous regardez là, présentement en direct, nous sommes donc le 5 mai 2021 et puis peut-être que vous ne nous regardez pas en direct et vous avez bien raison aussi, le replay c'est pas mal. Et vous nous regardez sur les plateformes vidéo, vous nous écoutez sur toutes les plateformes de podcast audio et vous avez bien raison également. Cette émission, comme toutes les autres depuis 11 ans, est coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Et je vous le présente, mais je ne vous le présente pas en même temps, Nils Aziosmanov, camarade de tous les défis. Bonjour Éloi. Sacré défi, Nils, là aujourd'hui, puisque, alors je vais mettre des mots-clés comme à mon habitude, je suis un adepte de la simplicité, comme ça je mets des mots-clés sur la table, on les tricote, on les détricote, on en fait ce qu'on veut, mais ça donnera une petite idée du monument qu'on va essayer d'aborder pendant une petite heure. Comment faire paysage? Pourquoi, comment réembocager le monde? Le futur de la ville passe-t-il par le végétal? Notre futur se construit-il toujours sur notre rapport au vivant? Est-il possible de réparer ce lien qui est un petit peu cassé? Est-il imaginable de construire autrement? Parlons peu, parlons plantes, parlons vivant, parlons jardin, parlons-nous. Et alors parlons-nous avec qui? Je vous le demande, on va commencer. Alors, pareil, je suis un adepte de la simplicité, mais parfois c'est un peu plus complexe, forcément. J'ai pour habitude de présenter les invités de manière extrêmement lâche, c'est-à-dire que je me repose a priori sur les éléments qu'ils donnent juste à Twitter, dans leur mini-bio, vous savez. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus assumé, puis de plus actuel. On est un petit peu embêté là, enfin je suis un petit peu embêté, parce que personne n'est sur Twitter, donc c'est embêtant. Enfin si, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas que Pascal, vous êtes, donc je vais commencer par vous, Pascal Derme, vous êtes sur Twitter, mais alors ça fait plus d'un an que vous n'y allez pas, il n'y a même pas de bio, rien, vous ne me facilitez décidément pas la tâche. Pascal, vous êtes journaliste, vous êtes auteur spécialisé dans toutes les questions nature, environnement, vous avez évidemment donc un passé dans les médias, on peut suivre le documentaire À quoi ? On peut aussi vous retrouver dans une précédente émission Rendez-vous des Futurs où nous parlions notamment des arbres, de notre rapport charnel aux arbres. On peut également vous lire dans vos recherches sur l'influence des femmes dans l'émergence d'un nouveau monde. Et là, on parle, le mot-clé, hashtag écoféminisme sans doute. Pascal Derme, bienvenue. Sébastien Lacomblaise, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, on vous doit un film qu'il faut voir, qu'il faut entendre, qu'il faut revoir et qu'il faut réentendre, dont on va parler un petit peu après, Vers une civilisation des jardins. On vous le doit avec d'autres. Vous travaillez en collectif, vous êtes diplômé d'Ars au carré, c'est ça comment on dit? Oui. Ars au carré. Ars au carré. Et actuellement, en 2018, vous avez fondé le bureau du paysagisme carbonifère en association avec Thomas Delin. Tout à fait. Bienvenue Sébastien. Éric Lenoir, vous êtes... bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes paysagiste, pépiniériste, diplômé de l'école du Breuil. Alors vous êtes spécialiste de pas mal de choses, mais quand même relié notamment aux plantes aquatiques, aux terrains humides, mais pas que, les milieux sauvages. Et puis avec vous, on va quand même évidemment ouvrir un petit tiroir, jardinier punk, parce que là, on sait bien que tout le monde se dit « Ah, c'est lui le punk », donc on va évidemment en parler. Didier Jean-Jean, vous êtes en visio sans doute de votre bureau à la mairie de Bordeaux. Bonjour Didier. Didier, vous êtes adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. Et nous allons aussi ouvrir et détricoter avec vous ce fil, la nature en ville, qu'est-ce qu'on entend par ça? Et puis j'aimerais également discuter un petit peu avec vous tout à l'heure de l'urbanisme pragmatique, super expérimentation mise en place, déroulée, notamment dans le cadre de votre délégation par la mairie de Bordeaux en ce moment. Voilà, le décor est posé. Sébastien, je me tourne vers vous. Donc un film, une déclaration poétique, une déclaration d'amour au vivant, aux arbres. En l'entendant, en le regardant, votre travail vers une civilisation des jardins, j'ai noté quelques mots-clés, mais je pense que le mieux, ça va être de vous laisser parler de pourquoi vous l'avez fait et comment et avec qui aussi. Et moi, j'ai noté cette nécessité de réembocager le monde, je le disais, et du pourquoi le bocage est vital, de cette notion de complexe, de faire paysage aussi. C'était aussi une déclaration d'amour faite aux arbres, qui sont à la fois des banques d'espèces, mais elles n'ont pas forcément qu'une fonction utilitariste, elles sont aussi nécessaires juste pour nous former nos esprits sensibles. Mais je vais en parler beaucoup moins bien que vous. Sébastien, comment vous pourriez raconter
En peu de mots, si c'est possible. Donc, ça a émergé durant le premier confinement. Je me suis retrouvé à avoir un peu de temps libre pour spéculer. Et en 2018, on avait, pour la Biennale de Venise, on représentait la Belgique avec le collectif Trom Novel, un groupe d'architectes avec qui je collabore et qui a collaboré sur la vidéo. Et pour le pavillon, ce qu'on avait proposé, plutôt que de faire un catalogue d'expositions traditionnelles, c'est d'écrire un récit, une nouvelle inspirante, une utopie. Et durant le premier confinement, l'idée, c'était d'aller dans la continuité de cette utopie, d'en créer une nouvelle. Plus par rapport à... La première utopie concernait la remise en question du système de démocratie représentative, pour aller vers une démocratie beaucoup plus directe, pas de personnel politique, comment dire, avec une nécessité de carrière. Et ici, ben, voilà, on n'avait pas trop abordé les questions environnementales, en tout cas l'environnement vivant, dans cette première fiction. Et ici, l'enjeu était de commencer à aborder cette suite, quoi, d'une civilisation à créer. Voilà. Niels. Alors, moi, plusieurs choses déjà. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Moi, je suis vraiment super heureux et très, très fier de vous avoir dans cette émission du Rendez-vous du Futur, parce que je trouve que vous avez tous quelque chose en commun. Vous êtes évidemment... vous avez tous également des parcours très singuliers, mais vous avez quelque chose en commun, c'est que vous êtes tous très engagés dans ce que vous faites. Moi, l'image qui me vient quand je vous vois, c'est un peu des gens qui essaieraient de mettre un coup de talon pour arrêter cette espèce de fuite en avant des modèles destructeurs de la nature, du lien social, etc. De revenir à la raison pour développer une nouvelle forme de conscience pour la planète. C'est vraiment ça que je ressens. Alors c'est à la fois simple à comprendre et puis c'est terriblement complexe à mettre en œuvre. Et vous y essayez donc avec beaucoup de détermination et c'est très très inspirant. Et alors pour revenir sur le film, moi ce film pour moi ça a été véritablement un choc. Quand je l'ai vu, ça a été, je crois que c'est Eric qui me l'avait transmis, Eric Lenoir. Et voilà, j'ai commencé à le regarder et je l'ai littéralement regardé en apnée, je dois le dire. Ça a été déjà parce que je pense qu'il est un peu conçu pour que l'expérience se passe comme ça, c'est-à-dire que cette voix qui est à la fois lente mais à la fois continue, il y a quasiment pas de respiration, c'est comme si on était sous l'eau en permanence et qu'on allait ressortir de l'autre côté, donc dans une espèce de mouvement transformateur. Et si le récit peut être performatif, alors là pour le coup celui-là je pense qu'il l'est réellement, c'est-à-dire que quand on sort de ça, on n'a qu'une envie, c'est de faire quelque chose. Alors, je ne sais pas quoi, mais en tout cas de bouger. Et je trouve qu'on retrouve dans ce récit, ce qui est très puissant, c'est qu'on retrouve vraiment tout, je dirais, les grandes réflexions philosophiques aujourd'hui, contemporaines, qu'il y a aujourd'hui sur les enjeux de société et donc tout ce qui a lien à l'écologie, notre rapport au vivant, à la nature, à la complexité, Carmorin, tout ça. Enfin, c'est vraiment absolument incroyable. Est-ce que vous pourriez juste préciser un petit peu comment il a été écrit ou coécrit ce récit, parce que c'est vraiment de l'orfèvre, quoi, l'orfèvrerie. Oui. À la base, ça devait être une conférence, mais vu l'évolution de la situation, on s'est dit plutôt que d'utiliser le budget pour nous déplacer à Paris et faire parce qu'on est de Belgique, et faire une conférence devant 10-15 personnes, on s'est dit on va utiliser ce budget pour en faire une vidéo qui serait beaucoup plus portable et avec un spectre de diffusion beaucoup plus large. Donc en fait, on a transformé le budget de déplacement en vidéo, quoi. Donc, avec une efficacité sans doute beaucoup plus forte. D'un point de vue diffusion, ça ouvre pas mal de choses et comme Niels le disait, c'est un autre registre aussi. C'est-à-dire que l'image, l'expérience esthétique, elle a une capacité à nous hypnotiser. C'est pas, il y a du texte, mais il y a aussi de l'image, il y a du son. Je veux dire, c'est pas la même expérience que de lire un texte. Il y a cette idée de plonger dans un univers. Je l'ai fait aussi pour regarder. Souvent, je ne regarde que des reportages le soir. J'ai besoin que ça m'endorme aussi. Donc, il y a une volonté un peu hypnotique comme ça, que les choses rentrent doucement par... Voilà.
Didier Jean-Jean, je me tourne vers vous, parce qu'il y a une expression du coup que j'ai déjà dite au début de réembocager le monde, une expression qui sort de ce film vers une civilisation des jardins. Est-ce que parler de nature en ville, finalement, on peut parler de réembocager la ville aussi? Non mais alors, vous n'allez pas me croire, hein, évidemment. Parfois, il y a des nuits où je dors peu, moi aussi, et donc je navigue ou je divague, je sais pas, sur Internet, et pour être tout à fait honnête, j'avais vu cette œuvre vidéo et pensant pouvoir aussi me laisser aller par cette voix un peu hypnotique que j'ai découvert en visionnant. Et en fait, plutôt que de m'endormir, elle m'a réveillé cette vidéo parce que il y a pas que l'environnement artistique de la voix, des images, etc. Mais il y a aussi le fond, là, donc vous le disiez vous-même. Et moi, le fond m'a tellement intéressé que ça m'a réveillé. Donc j'ai pris mon petit carnet et j'ai pris des notes en fait. Donc je ne me suis pas du tout endormi, je me la réserve pour une autre fois. Et alors figurez-vous, je vous garantis que c'est vrai, l'expression que vous donnez, hier soir nous avions un conseil municipal et je voulais utiliser cette expression pour concrétiser un petit peu la politique et la vision qu'on a de la ville sur le sujet qu'on traitait hier soir, qui était l'urbanisme. Et je voulais dire, nous allons réembocager Bordeaux. Et je n'ai pas osé le faire parce que j'ai eu peur d'être mal compris. On est dans une dimension politique et donc parfois il faut paraître peut-être un peu plus concret. Et donc je n'ai pas utilisé cette expression. Et pour être tout à fait honnête, donc Sébastien, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'ai tout de même dans les discours entre guillemets hein, que j'ai présentés hier utilisé deux phrases qui appartiennent à cette vidéo, à cette œuvre, que j'ai un petit peu transformée, notamment sur l'infertilisation des sols. J'en ai fait le parallèle avec une ville qui se bétonne et donc qu'on infertilise. Et je faisais écho en ça à comment rendre une ville vivante si on l'empêche d'être féconde. Voilà, donc je vous avoue d'avoir, sans votre permission, puisé mon inspiration dans ce reportage qui, je ne savais pas, vous appartenait. Alors, voilà, merci beaucoup. Oui, Sébastien, donc, oui, vous êtes d'accord avec Didier? Mais les idées, une fois qu'elles sont lancées dans la nature, elles ne m'appartiennent plus. Et c'est même pas mes idées à moi, c'est les idées d'un groupe. Et Didier Jean-Jean, je pense qu'il faut continuer d'essayer de mettre un peu de poésie justement sur le terrain politique et dans les conseils municipaux, notamment quand ils durent 7h, 8h, 9h. Oui, hier soir c'était tard. Pascal, un petit mot sur cette œuvre qu'on a du mal à définir forcément parce qu'elle est entre les cases, entre les lignes. Et c'est ça qui fait la beauté, mais c'est ça qui fait la complexité de la description. Bien sûr, moi avec le micro, c'est toujours mieux. Pardon, j'ai beaucoup apprécié la voix. En effet, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la sonorité de cette voix, son rythme, son souffle. Je crois que ça joue beaucoup dans la beauté de votre film. J'ai bien aimé aussi d'être resitué dans un temps long, à la fois qui part de loin et qui va loin. Voilà, donc moi j'ai aimé la temporalité de ce film, à la fois le ressenti qu'elle donne et la vision qu'elle porte. Et bien sûr, j'adhère à vos idées, bien sûr, sur le fond. Et Éric Lenoir, même question, même punition. Un petit mot, un petit rebond sur ce qu'on a pu dire avant et sur ce film, Vers une civilisation des jardins. Moi, j'ai l'avantage, c'est que je connaissais déjà Sébastien, qu'on avait abordé ces sujets-là directement ensemble. D'ailleurs, ils m'ont fait l'honneur de mentionner mon nom à la fin. Ça m'a énormément touché. Le film est fabuleux. J'ai l'impression d'être dans un Tarkovsky. J'adore Tarkovsky. Et Chris Marker aussi. Enfin bon, il y a déjà l'aspect esthétique qui est fascinant. Et le propos, j'y adhère à 99%. Il y a très peu de choses auxquelles je n'adhère pas dedans. C'est exactement comme dit Pascal, le retour au temps long pour décrire des choses, le retour à prendre le temps de réfléchir et de poser le résultat de la réflexion est prépondérant. D'ailleurs, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est quelque chose qui manque beaucoup au numérique. Bien sûr. Voilà. Cette notion du temps long, oui. Excuse-moi Niels, c'est une notion, c'est une clé qu'on aborde dans chacune de nos émissions. Et une clé sur n'importe quel sujet. Retrouver, se réapproprier ce temps, c'est fondamental. Oui Pascal, avec votre micro, le vôtre c'est mieux, c'est plus Covid. Et justement, dans la nature, et dans la nature en ville, a fortiori, on a cette prise de terre sur le temps long
qui peut permettre de soigner notre santé mentale et d'aller plus loin. Donc je développerai tout à l'heure si vous me le permettez, mais oui. On a dans la nature, quand il y a une nature suffisamment présente, dense, vivante, qui bouge, qui est là, on a cette connexion au temps qu'on oublie sinon. L'un des petits problèmes justement avec ce temps long, notamment de la nature en ville, je me tourne vers vous Didier et Jean-Jean, c'est que les citoyens voient des plantes, voient commencer à monter tout doucement quelque chose, mais ils doivent attendre des années avant de vraiment voir la nature en ville. Vous le gérez comment, vous, Didier, ne serait-ce que dans votre esprit déjà? Mal, très mal. Ouais, c'est pas simple. Non, évidemment, je m'attendais à la question, vu le sujet là qu'on évoque à l'instant. C'est tout à fait notre problème, mais c'est le pari que je prends. Je pense qu'il faut qu'on réapprenne à ce que la nature véhicule. Et le temps long, c'est aussi ce que véhicule la nature. Et voilà, je ne ferai pas l'économie de cet apprentissage-là. Donc, on plante jeune, on ne plante pas décoratif, même si parfois on peut le faire aussi. Tous les outils qui sont à ma disposition, je les utilise. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas la ligne générale. Donc, je considère que, peut-être de manière un peu utopique, je considère que ça fait partie des choses que l'on doit pas démontrer, mais que l'on doit donner à réfléchir aux habitants et faire comprendre que, oui, la nature, c'est le temps long et ça fait partie de ses qualités. Bon, alors après, on travaille aussi avec les enfants, on travaille dans des lieux comme les écoles, les crèches pour essayer de faire en sorte que dès le plus jeune âge, on puisse comprendre ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un challenge, le temps long. Hein. Nous, on nous demande des résultats tout de suite. Mais voilà, je vais essayer, ça fait que 8 mois que je suis là, hein, je vais essayer de continuer à suivre un peu ce qui m'anime au fond de moi et pas forcément de répondre politiquement. En tout cas, pas uniquement. Merci Didier Jean-Jean. Nils Sassius-Madoff? Alors, moi, j'ai beau être le boomer de la bande, je vais répondre à Eric sur la question du numérique et du temps long. Juste pour dire que je suis évidemment d'accord avec lui, mais peut-être que le numérique, qui est un immense miroir, en réalité, de notre société, nous renvoie justement l'image de cette accélération du temps et que sans lui, on n'aurait pas conscience aussi de certaines choses. Pour moi, il agit vraiment comme un miroir, alors évidemment comme un accélérateur, mais qui est aussi pris dans le miroir pour le coup. Et voilà, il y a une réflexivité du numérique qui nous aide à prendre conscience de tout un tas de choses, et y compris de phénomènes, on en parlera tout à l'heure avec Natura ou Aqua, de phénomènes dont on pouvait avoir l'intuition, ou plus que ça d'ailleurs, la démonstration par les faits, mais dont on n'avait pas la démonstration scientifique et qui aujourd'hui arrive grâce à des outils numériques. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire qu'il faut peut-être réembocager le numérique aussi. Mais voilà, tout à fait. Le bocage, je me permets d'interrompre, le bocage a un usage de rupture de rythme de l'espace. Il va rompre le vent, il va rompre les écoulements d'eau, etc. Et réembocager le numérique, ça a du sens. C'est pas si cucul-la-praline que ça comme expression. Puis quand on s'appelle Éloi, on porte le nom du patron des agriculteurs. C'est quand même pas mal. Et juste, quitte à ouvrir cette parenthèse, le bocage, pourquoi c'est important le bocage, Sébastien, peut-être juste pour resituer quand même, parce que finalement on ne l'a pas dit. C'est une figure qui nous intéresse parce que c'est à la fois quelque chose qui est une pure construction de l'humanité, hein, mais qui rend beaucoup de services écosystémiques. C'est-à-dire que ça crée un maillage entre les champs. Ça nourrit plus que l'homme, quoi. C'est une construction, je pense que j'avais lu dans un bouquin du couple Larère, il prenait le bocage en exemple de réconciliation entre la culture et la nature, à la mesure où il y a une plus grande diversité dans le bocage que dans le climax de la forêt. C'est un écotone linéaire hyper grand en réseau. Il y a cette idée de réseau aussi, d'ailleurs, qui peut nous rejoindre. Mais c'est saisissant, ça, parce que c'est une construction de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, à un moment, le temps long, c'était... il ne savait pas la distinction, il s'en foutait. Oui. Il était forcément dans le temps. Mais c'est une construction humaine. C'est une construction humaine. Alors, peut-être pour aborder un petit peu plus le travail que fait Éric Lenoir. Donc, Éric, vous êtes paysagiste. Chef d'entreprise, vous avez 2 entreprises, je crois. Donc, on ne peut pas dire que vous n'ayez pas les pieds sur terre ou dans la terre. Vous êtes dans le concret.
Et en même temps, vous avez une vision très très personnelle, très singulière du jardin. Vous avez écrit Le Jardin Punk, un livre absolument passionnant. Alors déjà, j'ai envie de vous demander, c'est quoi un jardin punk ? Un jardin punk, c'est un jardin déjà où on s'affranchit de tous les atavismes. On ne fait pas un jardin pour faire exactement ce qu'a fait le précédent sans savoir pourquoi on le fait. Savoir pourquoi on fait les choses, c'est essentiel. Pourquoi est-ce qu'on fait une pelouse ? À quoi ça sert ? Enfin bon, là on commence à comprendre à quel point ça sert à rien, ou ça fait En tout cas de la nuisance tondre. qu'autre chose. Pardon ? Pardon, en tout cas de la tondre, ça sert à rien. Ah, la tondre, ça sert à rien. Ça sert à quelque chose. Faut-il encore savoir quoi et pourquoi on le fait ? Et quand ? Ouais. Et quand là, avec la Belgique, il y a actuellement une campagne mai sans tonte, en mai je ne tonte pas, qui a été lancée et qui pousse les gens. Ça avait déjà été fait l'année dernière par l'université de Mons, qui pousse les gens à observer ce qui se passe dans une pelouse pas tondue au mois de mai. Et les gens sont sidérés de ce qu'implique en fait leur tonte, parce que tout ce qu'ils voient actuellement, ils ne pourraient pas le voir s'ils étaient en train de tondre. Donc effectivement, on peut avoir besoin de tondre, on peut avoir besoin d'avoir les pieds plus ou moins au sec ou plus ou moins propres à certains endroits. C'est vrai que pour pratiquer certaines activités, ça peut être plus pratique, mais aller tondre 1500 mètres carrés de jardin quand on a 1500 mètres carrés de jardin, c'est complètement crétin aujourd'hui. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais pour ça, il faut que les gens qui ont des grands jardins, des grandes parcelles, se rendent compte de ce qu'il y a dans leur jardin. C'est pas juste une pelouse, c'est pas un stade, quoi. Mais il faut considérer ce que c'est. Effectivement, il y a un véritable. Enfin, on a perdu complètement le lien au vivant. On s'en est affranchi de toutes les manières. On est devenu des peuples d'assistés pour être des consommateurs et des citoyens obéissants d'une certaine manière. J'exagère évidemment le tableau, mais il y a quand même un peu de ça. La construction sociale consiste à faire de chacun des assistés. Ce que doit rencontrer M. Jean-Jean dans la commune de Bordeaux, c'est terrifiant en fait. Où si on ne met pas la barrière au bon endroit, les gens vont passer parce qu'on leur dit s'il n'y a pas de barrière, c'est qu'on peut passer. Et comprendre à quoi ça sert, comment ça vit, pourquoi, comment, c'est extrêmement complexe. Quand on a des gens qui nous disent je ne veux pas d'arbres dans les villes parce que ça fait des feuilles, ça fait sale, waouh! C'est un grand classique. Didier Jean-Jean, là, je vous voyais rebondir, évidemment. Juste un petit mot. Oui, allez-y. Allez-y, Didier. Ah, moi, oui, non. La première fois que j'ai reçu un mail me disant que le trottoir était sale, j'ai demandé à la personne de s'adresser au service de la collecte ou de la propreté. Et on m'a dit non, c'est bien les espaces verts, c'est parce que j'ai des herbes sur le trottoir, quoi. Donc voilà, le rapport au vivant est complètement perdu. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, vous regardez avec une image satellite la ville, tout ce qui est de l'ordre du domaine privé, bon, c'est préservé. Il y a de la pelouse, il y a des arbres, etc. Mais tout ce qui est de l'ordre du domaine public, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est pas chez moi, où ça ne me concerne pas, où c'est public, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de vivant, on a tout aseptisé. Et vous parliez de réapprendre le temps, bon, évidemment, hein, c'est quelque chose d'important, mais je pense que la toute première chose, c'est de réapprendre notre lien avec le vivant. Et dès que je peux, quand les gens me disent « on voudrait ça, il nous faudrait ça », je réponds « est-ce que vous vous êtes mobilisé ? Est-ce que vous avez créé un collectif de parents d'élèves ? Est-ce que vous avez créé un collectif de la rue ou de l'immeuble ? Est-ce qu'ensemble, vous avez fait un projet, monté quelque chose, réfléchi à des positions ? Parce que si vous voulez que moi je vous aide, eh bien, le préalable, c'est ça. » Et alors, justement, je vais revenir au jardin punk. Eric, vous avez créé un, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais un démonstrateur du jardin punk que vous faites visiter. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme. Je crois me rappeler que vous appelez ça un climax, enfin que ça s'appelle un climax. Non, c'est pas ça. C'est pas vous. Alors, c'est pas vous. Donc, je me disais bien qu'il y avait peut-être un bug. Mais l'idée étant de dire que c'est un écosystème qui s'autorégule lui-même, à la fois avec le végétal et l'animal, les insectes. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ? Alors, c'est un peu ça l'idée. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est la démonstration qu'a faite Sébastien avec le bocage est tout à fait concrète là-dessus. C'est le paysage habité par l'humain, un jardin. Donc, forcément, l'humain intervient. Si je n'interviens pas, j'ai une forêt, je n'ai plus de prairie. Moi, j'ai envie de conserver une prairie. Alors, ou bien on a des grands troupeaux d'herbivores sauvages, ce qui n'existe plus, ou bien on élève des animaux pour avoir cette prairie, ou bien l'homme intervient un tout petit peu. Donc, j'interviens à minima. C'est très important. La différence entre un endroit où on intervient à minima et un endroit où on n'intervient pas est gigantesque. Voilà. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est 3 fois par an, en gros, c'est ça, vos interventions ? Enfin, c'est très peu, quoi. Le jardin représente à peu près 1,7 hectare, enfin 17 000 mètres carrés.
ouais, 14 000 si on enlève la pépinière, et j'y passe 3 à 5 jours par an pour l'entretien. Mais est-ce que l'élu, là, il réagit pas en se disant « mais c'est exactement ça qu'il me faut dans ma ville » J'ai des équipes ici que j'ai rencontrées en arrivant qui sont très très performantes et qui font beaucoup d'efforts pour modifier les mentalités. Donc voilà, par respect pour le travail qui est déjà fait, j'en dirai pas plus, mais c'est évident que si vous saviez le nombre de fois où je cite votre travail, évidemment que je m'y retrouve, mais voilà, faut pas être trop punk quand on fait de la politique. Donc, pour l'instant, j'essaye d'être disruptif. Vous voyez, ça fait mieux. On me dit souvent, vous êtes disruptif, monsieur Jean-Jean. Bon, au fond de moi, j'entends, je suis punk. Et ça me fait du bien. Mais on va y aller quand même doucement, sinon on risque de casser le... Et c'est justement toute la problématique, c'est-à-dire qu'on a besoin de changements radicaux, que si on n'est pas suffisamment radical, ça ne va peut-être pas aller assez vite par rapport aux enjeux qu'on doit affronter. Et en même temps, si on est trop radical, le projet politique ne passe pas. Et au bout de 6 ans, vous dégagez dans une collectivité parce que vous n'avez pas su amener les choses avec douceur. C'est d'une complexité gigantesque. Exactement. Et je voudrais juste rajouter une chose, mais auquel je pense souvent, vous voyez, quand on est dans ce genre de discussion, on est tous d'accord. Et je vais même vous dire, les opposés politiques, etc., on est tous d'accord. Tout le monde dit oui, 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 c'est bien, c'est vrai, l'écologie appartient à tout le monde, c'est une nouvelle façon, il faut le faire, il faut trancher, il faut aller vite. Mais le problème, c'est quand on est au moment de la décision, dans l'équipe technique, dans le conseil de quartier, dans la réunion de bureau. C'est là où tout le monde oublie ce qui est en fait un peu le bien collectif, hein, notre bien collectif, l'intérêt général finalement. Et bien là, tout ça se disperse au profit des intérêts personnels. Et c'est là qu'il faudrait qu'on diffuse un extrait de vos émissions, par exemple. C'est là qu'il faudrait faire intervenir peut-être Éric Lenoir, au moment où il faut prendre la décision. Moi, j'aimerais pouvoir dire, stop, avant de prendre votre décision, on va diffuser 2 minutes d'Éric Lenoir, et ensuite on décide. Moi, je ne vous cache pas que je suis encore un petit peu un jeune politique, et que, pour tout vous dire, j'espère qu'on est... en fait, pour tout vous dire, je m'en fous un peu, quoi. Moi, je fonce. On n'a plus le temps, ça me fout en rage de ne pas pouvoir trancher, justement. Et vous l'avez dit, si on ne tranche pas, on ne sera pas pris au sérieux. Donc, c'est un peu le combat que je mène au quotidien en essayant de résoudre la quadrature du cercle. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, finalement, il faut une certaine politique un petit peu punk, quelque part. Et mais trancher... je m'en revendique complètement. Je vous propose de regarder une petite résonance. Alors, une résonance, c'est un petit extrait d'une émission précédente. Didier Van Covelart est venu nous voir. Alors, il est venu nous voir 2 fois. Mais là, il est venu nous voir il n'y a pas très longtemps pour nous parler. Alors, c'était quoi ce livre, ce roman que j'ai sur le bout de la langue de Didier Van Covelart, Niels ? L'émotion cachée des plantes. L'émotion cachée des plantes. Et vous allez voir, en 1 minute et quelques, on reçoit des plantes, une chose essentielle, et voilà, il va nous en dire un petit peu plus. Et on se retrouve juste après, toujours en plateau, dans ce Rendez-vous des Futurs, avec Pascal Derme, Didier Jean-Jean, Sébastien Lacomblaise et Éric Lenoir. À tout de suite. Vous avez dit une chose très importante tout à l'heure. Dans votre rapport, dites-vous, qui a été modifié avec les plantes après avoir lu ce livre, parce que qu'est-ce qu'on a ? On reçoit au service des plantes. On reçoit cette chose essentielle dont l'absence souvent nous amène sur le divan du psy. L'homme a besoin de quoi ? En numéro 1 sur le plan affectif. Il a besoin d'une réponse à des élans d'amour, à des élans vers l'autre. Lorsque tout à coup, vous donnez à la plante une attention, quelle qu'elle soit, par le toucher, par la pensée, par la prière, par le compliment, vous avez une réponse. Juste la présence, vous dites. Juste la présence, simplement, ça peut être simplement une présence bienveillante. Bon, parce que la plante, elle est aussi, son instinct de survie est toujours aux commandes, de survie et de reproduction. Elle a besoin qu'on l'arrose. Déjà, la main qui l'arrose, c'est. Mais si en plus cette main qui l'arrose fait autre chose, alors vous disiez oui, il est caressé. Sauf que la caresse, c'est pas comme de caresser un animal ou un être humain. La caresse est une agression pour la plante. Mais une agression qui crée un stress, mais un stress le plus souvent bénéfique, puisqu'elle va modifier sa composition, se rendre plus forte, plus résistante, parce qu'elle a cette agression de la caresse, à tel point que des botanistes réputés conseillent
de pratiquer cette caresse, voire cette masturbation des tiges, au tout début, de manière, il y a vraiment un mode d'emploi là-dessus, de manière à ce que les végétaux puissent se rendre plus résistants aux agressions futures. De retour dans cette émission Rendez-vous des Futurs, Sébastien Lacomblaise, Éric Lenoir, Pascal Derme, Didier Jean-Jean, un petit retour sur ce court extrait avec Didier von Covellart. Alors évidemment, on ne va pas faire forcément un extrait sur la masturbation des plantes, mais en gros, prendre soin, quoi. Éric Lenoir. Ce serait peut-être plus le domaine de Pascal. Avec le micro. Ce serait peut-être plus le domaine de Pascal de parler de ça. Moi, je fais en sorte de ne pas en prendre trop soin. Je leur fais confiance. Donc, voilà. Sébastien ? Ouais, je suis un peu Pareil. dans la même école. Bon, alors, est-ce que je vais tenter quand même ma chance. Didier Jean-Jean ? Je ne sais pas si je reprendrai ces propos dans mes prochaines réunions politiques. Oui. Non, mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut prendre soin de l'autre, prendre soin du vivant. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on réapprenne. C'est tout ce que la nature peut nous apporter et qu'on a oublié, quoi. Voilà. Et donc, en remettant la nature là où elle a disparu, c'est un peu le pari qu'on fait, quoi. C'est pas uniquement le pari de végétaliser et de mettre du vert, c'est aussi ce pari-là qu'on fait, prendre soin de l'autre, de soi. C'est aussi une clé de lecture et une clé de pédagogie quelque part. Regardez comment on est avec les plantes, regardez comment on est avec les humains ou vice-versa. C'est ça. Soyez avec les plantes comme vous êtes avec votre bagnole, en gros. Ça pourrait aussi être ça. Oui, ça pourrait être ça, mais vous savez qu'à Bordeaux, on a un quartier où il y a des très 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 gros problèmes, qui est vraiment en très grosse difficulté. La seule chose une des choses qui fonctionne le mieux dans ce quartier, ce sont les jardins familiaux. Et les jardins familiaux, où ce sont des petites barrières qui protègent de rien, où les plantes sont fragiles, où les espèces de petites constructions sont toutes en bois, eh bien c'est le seul endroit qui est préservé, le seul endroit où il n'y a pas de problème, ce sont les jardins familiaux. Et à côté de ça, sur les parkings ou au pied des immeubles, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même ambiance. Donc c'est la preuve par l'exemple, hein, que ce qu'on dit là, ce n'est pas des visions de l'esprit. Merci Didier. Nils ? Alors, Pascal Derme, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on fasse une grosse séquence avec vous. Évidemment, tout le monde interagira. Vous avez fait alors, on a eu la chance de vous accueillir déjà dans une émission autour du livre Natura, un livre absolument passionnant, une synthèse sur 25 années de recherche sur les effets bénéfiques de la nature sur la santé physique et psychique, et avec tout un tas de sujets, comme par exemple l'apport des neurosciences. Et puis aujourd'hui, vous revenez avec plein de choses, et notamment le documentaire À quoi. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous redire un petit peu ce parcours entre Natura et comment vous arrivez à quoi, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, cette histoire-là déjà qui, je pense, vous a bien occupé déjà. Oui, ça m'a occupé une dizaine d'années. Moi, je viens de l'écologie, ça fait 25 ans que je travaille sur ces questions-là. Et bien sûr, à un moment donné, j'ai buté contre un mur qui était le déni, la souffrance et surtout une approche trop mentale et trop éloignée. Donc ce fameux lien coupé avec la nature, je me le suis pris en pleine face au bout de 25 ans de travail sur ce sujet. Donc j'ai éprouvé le besoin de revenir à quelque chose de plus sensoriel, de plus sensuel, de plus vibrant. Et donc j'ai été, au-delà de l'intuition, chercher des chercheurs pour m'épauler un petit peu qui avaient essayé de comprendre ce lien avec la nature. Et je les ai trouvés. Mais j'ai mis un peu de temps parce qu'on me renvoyait toujours l'idée tes petits oiseaux, tes petites plantes, évidemment que c'est gentil, que la nature fait du bien, qu'on va prendre soin, etc. Mais c'était pas ça que je voulais. Donc les neurosciences là-dessus, elles ont été intéressantes parce qu'elles nous montrent comment la nature et nous sommes interdépendants jusqu'au plus profond de nos cellules et même par-devers nous. Inconsciemment, qu'on le veuille ou non, la nature et nous sommes liés. Qu'on le veuille ou non, c'est même plus une question de volonté. Ça m'a intéressé aussi. Parce qu'il y a des process, quand on regarde la nature, qui se mettent en place dans le cerveau. Le fait de contempler la nature, par exemple, stimule des zones, l'insula, qui sont des zones qui s'allument aussi quand on est heureux, quand on est amoureux, quand on éprouve de la joie.
Donc c'est proche des zones déclencheurs de sérotonine, pas seulement de la dopamine, de la sérotonine. La différence est de taille, c'est pas le système de récompense. C'est une hormone du bonheur que la nature nous donne. Donc c'est un grand shoot. Pour l'eau, on en parlera après, mais c'est d'autres zones aussi qui agissent. Et eh bien le fait de prendre conscience de tous ces liens finalement là, moi je pense que ça peut retourner et nos relations avec la nature. Que ça peut nous faire prendre conscience de cette interdépendance qui est pour moi un mot-clé avec le temps long et le care. Et les 3 mots vont ensemble d'ailleurs. Et voilà, donc ensuite je me suis dit, hello. Enfin, c'est plutôt le public, parce que j'ai projeté ce film dans une quarantaine de villes. Et on me disait, mais madame, hello. Surtout en Bretagne. Et bien sûr, je me suis dit, mais bien sûr, l'eau. Et en fait, je suis retournée voir mes chercheurs. Il y avait des architectes, des urbanistes, des chercheurs en sciences sociales, des psychologues environnementaux, des experts en écologie, et me disaient, mais nous non plus, on n'a pas vu l'eau. C'est-à-dire, ça fait 20 ans, à Harvard, Stanford, tout ça, qu'on fait des études sur l'effet de la nature contre la dépression, l'effet de la nature contre les pensées ruminatoires, les espaces verts en ville, comment ça agit sur la santé mentale, et on ne s'est même pas posé la question le fait qu'il y ait une rivière, qu'il y ait un fleuve, qu'il y ait des fontaines, aussi sur le son de l'eau, comment ça joue. Et donc, eux non plus, et nous non plus, bien sûr, on ne la voit. Donc, j'ai suivi leur parcours. J'ai repris mon petit sac à dos. Je suis retournée pendant le Covid. Et donc, là, en Catalogne, en Belgique. Et j'ai été voir cette fois des gens qui étudient la façon dont ces thérapies bleues en lien avec l'eau peuvent agir sur des enjeux très contemporains de sclérose en plaques, de dépression, de syndrome autistique, de bien vieillir. Stress post-traumatique. Stress post-traumatique avec Mathieu Coulange à Marseille qui fait plonger des gens qui sont rescapés des attentats de Paris. Et effectivement, sous l'eau, on est dans un autre monde. C'est aussi un petit peu ce qu'on recherche dans la nature. Quitter ce monde-là qui est parfois un peu cruel ou chaotique et aller dans un autre monde. C'est l'altérité de la nature. Et c'est cette altérité-là aussi qui m'est particulièrement chère. Et cette altérité-là, ce qui est beau aussi, c'est que les gens qui vont par exemple se soigner contre le stress post-traumatique en faisant de la plongée sous-marine, c'est des recherches cliniques, donc on envoie des gens faire du sport, on envoie des gens faire de la plongée, puis il y a un groupe témoin, et on compare les résultats de ces échelles de stress post-traumatique, et on se rend compte que ceux qui ont fait du sport, ça ne suffit pas. C'est le fait d'avoir plongé et d'être dans un état méditatif sous l'eau qui a joué. Et en fait, ce qui joue aussi, c'est le lien social. Et là, j'en reviens aux villes et aux espaces verts. C'est que le fait de guérir ensemble ou de pénétrer dans un monde différent ensemble et de voir que l'autre va mieux aussi, ça joue énormément. Donc, on est sur une santé au sens social, émotionnel, physique et psychologique. Et moi, cette notion-là globale de la santé, elle me paraît très porteuse aussi pour renouveler nos liens avec la nature de façon engagée, mais aussi de façon sensorielle. Et il y a une très jolie expression, enfin, je ne sais pas si elle est de vous, mais vous disiez qu'aujourd'hui, il fallait que le bleu et le vert se marchent avec le blanc. Oui. Ça veut dire, je vous laisse. Alors, c'est vrai que c'est ce que je voulais faire après Natura, et j'ai commencé à le faire en Gironde, à Ostens. Je voulais créer des réseaux de professionnels verts, blancs, et maintenant on rajoute les bleus, parce que c'est des gens qui ne se parlent pas vraiment. Et depuis que je suis venue vous voir, en fait, on a avancé, puisqu'on a créé un site de bain de forêt dans le parc à Ostens, que vous connaissez peut-être, Monsieur Jean-Jean. Ostens. Oui, bien sûr, je connais Ostens. Je ne connais pas le parc que vous évoquez, mais je connais Ostens. Il a été inauguré il y a un mois, et on a créé pendant 1 an et demi, on a travaillé pour certifier ce site, pour créer des parcours de bains de forêt, puisque je me suis formée en tant que guide de bains de forêt, pour justement aider les gens à se reconnecter différemment à la nature, puisqu'on est obligé, d'une certaine façon, de réapprendre en fait, ce rapport-là avec la nature. Et donc, on a créé un réseau de professionnels donc du paysage, du jardin, de la forêt, des naturalistes, et on invite des médecins du CHU de Bordeaux, des pédiatres, des infirmières, des psychologues à faire des bains de forêt, et on va rajouter des personnes qui font du kayak, des maîtres nageurs, etc., pour étudier ensemble et pour faire des recherches, parce qu'en France, on en est au début de ça. Peut-être. Je m'attends à recevoir un SMS d'une minute à l'autre de quelqu'un qui m'est très cher, qui me dit « Allez, viens, on va à Ostens ». Là, je sens que ça va arriver. Peut-être bientôt, faire des bains de jardin punk aussi. Oui, c'est d'une certaine manière, parce que notamment sur l'autisme, on se rend compte que l'immersion
l'immersion telle que permet le Jardin Point, puisqu'on laisse la nature beaucoup plus libre, l'immersion apporte énormément d'un point de vue sensoriel aux malades d'autisme. Et alors donc ces bains de forêt, si je me rappelle bien, vous racontez ça dans Natura, en fait vous aviez découvert ça au Japon, au Canada. En fait ça existe depuis longtemps, on découvre ça maintenant, enfin, mais ça existe depuis longtemps dans d'autres cultures, quoi. C'est vrai que la sylvothérapie existe depuis longtemps. Elle a été mise en place par des médecins comme Hippocrate ou Galien. Ils travaillaient sur des huiles essentielles. Bon, c'est pas quelque chose de très récent. Des fumigations contre le choléra dans le Jura, tout ça, c'est des pratiques qui ont été faites. Et au Japon, moi, j'ai découvert les bains de forêt, et c'est vrai que pour rebondir sur la conversation de tout à l'heure, c'est une nature très, 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 très aménagée par l'homme, ces bains de forêt. C'est très aménagé pour la rendre accessible. Il y a des petits des decks partout, il y a des petites cabanes, parce qu'un bain de forêt, c'est 3 jours et 2 nuits dans la forêt. À partir de là, vraiment, on a une immunité qui augmente. Donc, c'est une nature très paysagée et pas du tout bocagée. Mais donc c'est une nature construite, mais so fine, enfin très bien, c'est comme ça, c'est très culturel ce rapport avec la nature. Moi je respecte beaucoup les nuances culturelles. Le shintoïsme a joué dans le fait que les Japonais redécouvrent les bains de forêt dans les années 80 et lancent ses premières recherches parce qu'ils sont pionniers là-dessus. Les Allemands ont d'autres rapports. Nous, on n'a pas autant que ça de désamour pour la nature. J'y crois pas. Quand je projetais mon film et les gens... Il n'y a pas à gratouiller beaucoup pour que les gens retrouvent le jardin d'enfance, retrouvent des souvenirs de grands-parents, retrouvent des plaisirs. Et c'est simplement qu'ils l'ont oublié. Mais c'est juste ça affleure encore. Profitons-en. C'est pas enfoui dans les limbes. Donc c'est se ressouvenir finalement de quelque chose qui est en nous. De même qu'on a certainement des sagesses ancestrales, des savoir-faire qui sont là. Mais simplement on les oublie. Mais tout n'est pas à réinventer. C'est se ressouvenir, ça suffira peut-être. Et là, j'ai envie de demander à Didier Jean-Jean, parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est finalement quelque chose qui relève d'une approche très interdisciplinaire, et que c'est par cette approche interdisciplinaire qu'on casse un petit peu les silos, les frontières, et qu'on recompose finalement des possibles. Didier Jean-Jean, est-ce que le rôle d'un élu aujourd'hui, c'est pas justement de créer ces formes interdisciplinaires pour redonner du sens différemment à des projets collectifs, quoi? Ouais, bien sûr, pour 2 raisons. D'abord, pour que le projet soit collectif, évidemment, il faut que ce soit transversal. Et puis, je le dis souvent, la nature en ville, c'est pas ma délégation uniquement. On pourrait dire que moi, ma délégation, c'est les parcs et les jardins, si on voulait vraiment faire un peu simpliste. Mais la nature en ville, c'est tout le monde. C'est les crèches, les écoles, c'est les personnes âgées. Vous parliez de la santé, évidemment. Et donc, notre programme à Bordeaux de la nature en ville, c'est pas un programme de la direction des espaces verts, c'est un programme de toutes les délégations. Tout à fait. Et alors, Sébastien Lacomblesse, toujours pour poursuivre sur cette lancée, est-ce que le rôle de l'artiste, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes artiste également, et notamment artiste avec le numérique, peut-être vous en direz quelques mots, mais est-ce que le rôle de l'artiste, c'est pas aussi de mettre en récit ces nouvelles rencontres, ces hybridations, de les rendre visibles, perceptibles, de les médier d'une certaine manière et de médier les nouveaux enjeux contemporains? Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit précédemment. Moi, j'ai aussi une expérience en politique. J'ai bossé 7 ans comme conseiller pour la mairie de Charleroi, qui est une ville importante en Wallonie. Et je faisais partie d'une équipe de conseillers où on a accompagné le politique, notamment dans tout le redéveloppement urbain. J'ai bossé sur le plan nature en ville pour la 2e mandature. Et je m'occupais aussi de city marketing. C'est un gros mot, mais voilà. Je me suis occupé de travailler à redorer l'image de cette ville qui était considérée comme la plus laide ville d'Europe. Donc là, on est bien dans le récit, pour le coup. Oui, tout à fait. Mais pour développer les éléments de récit et pour les organiser aussi d'un point de vue marketing de la ville, on s'est appuyé sur des études. Et il y a notamment une étude qui a été faite dans le bassin de vie et qui observait, qu'est-ce qui attirait le plus les travailleurs à potentiellement venir s'installer dans le centre-ville de Charleroi. Et avant la sécurité, avant les équipements et les services, la plus grosse demande, c'était du verre, quoi. C'était ça le facteur le plus limitant d'un point de vue purement city branding, city marketing. Je déteste ces mots, mais c'est les mots qu'on utilise. Je donne cours là-dessus à l'IEX et c'est les intitulés. C'est les mots du moment. Sur les mots du moment.
Mais bon, voilà. Ça allait au-delà de ça, hein. Les enjeux allaient au-delà de ça, hein. Comme M. Jean-Jean le disait, on était plutôt dans une approche systémique, hein. Donc il y a la nécessité d'atteindre une certaine masse critique d'habitants pour pouvoir redévelopper des services. Enfin, il y a c'est un écosystème, une ville, hein. Donc voilà. Le rôle de l'artiste, moi je vous avoue, j'ai quitté... je me suis un peu éloigné du réseau art plastique, etc., parce que je n'y trouve pas de satisfaction. D'être juste dans le récit. Je suis plus influencé par des penseurs du design comme Otto Leischer. En tout cas, j'ai une couverture de livre en tête qui s'appelle Le Monde comme projet, et c'est pas tant créer des représentations d'un monde que de participer à son organisation concrète, moi, qui m'intéresse. C'est pour ça que je me suis impliqué en politique pendant 7 ans et que je continue et que j'ai créé ma boîte de paysage, parce que c'est dans ces endroits-là que j'ai des clés d'action sur le réel. Voilà. Didier Jean-Jean, je vous voyais réagir. Alors j'étais le seul à vous voir parce que je vous vois en retour visio, c'est pour ça que je me permets de passer par vous. Je vous voyais réagir là. Oui, non, c'est gentil. Ouais, du coup, je fais un petit retour en arrière, mais moi, j'utilise beaucoup les sources que Pascal Lerme nous donne à lire parce qu'il faut qu'on prouve ce qu'on dit. Voilà. Maintenant que je suis politique, je dois absolument prouver ce qu'on dit. Mais en fait, quand le dimanche, je me balade à Bordeaux, quand il fait beau, je peux vous garantir que ce sont les parcs et les jardins qui sont bondés. Je ne vois rarement des gens venir déposer leurs serviettes et pique-niquer sur une place, même sans voiture, hein, mais sur une place minérale, pavée, en plein soleil. Ça n'existe pas. Donc, ce besoin de nature, cette protection de la nature, je le disais tout à l'heure, quand elle est chez soi, dans son domaine privé, c'est quelque chose en fait qui est de l'ordre du bon sens. Il suffit de regarder autour de soi et de le constater. Mais on est quand même tenu pour prouver qu'on n'est pas là pour simplement faire des incantations. On est quand même tenu de le prouver, de l'expliquer, de faire référence aux études dans les hôpitaux, de faire référence aux études que vous évoquiez juste à l'instant, alors que finalement, il suffit d'avoir un peu de bon sens pour voir qu'à l'ombre d'un arbre, on passe une bonne après-midi, alors que sur une place en plein soleil, il n'y a personne. Oui. Pascal Lerme, un rebond, une réaction. Oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, ce projet à Ostens, on l'a développé avec le département de la Gironde. Donc, moi aussi, j'ai un petit peu touché à ce milieu-là. J'ai oublié de le dire, mais c'était très important parce qu'il y a eu toute une sensibilisation, justement, des différentes directions de l'action sociale. Et on a travaillé sur la résilience et on va en priorité amener des personnes qui sont éloignées de la nature dans ces sites de bains de forêt pour les guider, en particulier des enfants. Et on est en train de monter des programmes tout à fait concrets avec le département de la Gironde pour faire vivre ce site comme ça. La résilience qui est un sujet clé du département et de son président Jean-Luc Glaise, effectivement. Absolument. Et cette réappropriation du temps long, du coup, vous l'avez vu aussi en travaillant avec le politique, vous l'avez vu aussi Sébastien Lacombe-Blaise avec le politique. C'est aussi ça, c'est le temps de la concertation, le temps de la réappropriation par les citoyens, mais aussi par les différents services, par les élus qui sont de tous bords. C'est pas simple de s'atteler à ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a privilégié l'immersion. Et en fait, ce procédé immersif, pour convaincre, alors bien sûr, il y a le livre, les enquêtes, etc., mais je n'arrivais pas en brandissant mon livre en disant, voilà, plutôt, on a choisi de faire vivre cette expérience aux directeurs, aux différentes directions. Et c'est comme ça qu'ils ont entraîné ensuite leurs collègues et qu'on a pu monter des équipes. Voilà, ça paraît tout simple. Mais au lieu d'essayer de convaincre, on les a emmenés sur le terrain, on leur montrait ce site. Moi, j'avais une image des forêts, de pins. Et évidemment, c'était pas là que mon cœur aurait spontanément été faire un premier site en français de bains de forêt. Mais c'est les rencontres humaines font que ça s'est fait là-bas. Et c'est ça aussi, la détermination. Et je pense qu'il faut faire preuve d'une patience brûlante. Ce terme, c'est Patrick Vivray qui me l'a mentionné. Et le terme de patience brûlante, je pense que c'est quelque chose qui peut servir. Parce que moi aussi, je suis très impatiente, mais en même temps, on sent ne pas brusquer. Alors, tout en étant bien déterminé, hein, calme, immobile et déterminé. Voilà. Mais sans aller jusqu'à l'alchimie, on peut quand même travailler sur ce temps long et avec des accélérations de temps en temps à saisir. Pour rebondir sur la question de l'expérience dont vous parlez, l'expérience transformatrice, vous dites tant que les scientifiques ne tireront pas avec rigueur et conviction les fils entre ce qui tue les océans et ce qui nous tue, les constats scientifiques lus maintes fois ne porteront pas. Et vous dites ce n'est pas l'océan seulement qui est malade, nous sommes malades de ce qui rend les océans malades.
Je suis étonnée parce que oui, on aboutit à l'écologie, mais ça n'est plus ma porte d'entrée principale. Mais bien sûr, c'est avec la santé, on arrive à y retourner. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre conscience individuellement pour le développement personnel. C'est pas ça du tout qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire action commune, collective, pour changer ce système. Et parce qu'effectivement, on n'a plus le temps. Donc on est quand même dans une urgence, on est face à des cycles longs qu'on va respecter, etc. Mais nous, on est dans une extrême urgence. Donc là, il y a là un jeu à plusieurs vitesses. Il faut savoir manier les vitesses. Et du coup, je refais un détour avec vous, Didier Jean-Jean, à Bordeaux. Je parlais tout à l'heure en introduction d'urbanisme pragmatique. Finalement, alors vous allez nous raconter ce qu'on entend par urbanisme pragmatique, mais moi, il me semble que c'est une forme d'expérimentation, une forme d'appropriation, un peu comme en sociocratie, quoi. C'est quelque chose qui arrive et puis chacun se positionne et reprend le temps long aussi de la concertation pour se positionner. Mais vous allez beaucoup mieux expliquer que moi sur ce que c'est que l'urbanisme pragmatique vu de Bordeaux. Non, je sais pas si je ferais mieux, mais oui, c'est ça, c'est le temps long, parce qu'on concerte au long cours. Là, sur les dernières expérimentations, on est sur 7 mois de concertation. La démocratie, on sait que c'est très compliqué. Donc déjà sur le temps long, on touche plus de personnes et on met en place des systèmes qui font que tous les usagers sont concernés et pas uniquement les habitués des réunions de quartier auxquelles on a procédé, hein, évidemment, on les a faites aussi ces réunions. Mais là, on touche tous les usagers, c'est-à-dire celui qui vient de 10 km en amont et qui va 10 km en aval peut aussi s'exprimer sur ces aménagements. Alors pourquoi alors donc ça c'est le temps long avec la démocratie et toujours encore cette idée de lien social, de participer ensemble, de se réapproprier l'espace public. Moi j'ai quelque chose à dire, pas uniquement les ingénieurs, pas uniquement les bureaux d'études, même s'ils sont importants. Hein. Alors ensuite il y a 2 autres volets, c'est la patience brûlante, c'est d'aller vite. Ces aménagements, on les veut très simples, faciles à mettre en œuvre, et donc on peut comme ça aller très très vite. Et la troisième chose, c'est que c'est réversible, c'est-à-dire qu'on se donne le droit à l'erreur, on peut modifier, on peut aller plus loin, et voilà ce que nous on appelle un urbanisme pragmatique. Alors le temps Merci long, Didier Jean-Jean. Nils. le temps long, il y en a qui ne sont pas d'accord avec le temps long. Et je regarde Éric Lenoir, qui lui considère qu'il y a une telle urgence à agir qu'il a très concrètement fait une grève de la faim dans la continuité de ce que l'eurodéputé Pierre Laroutourou avait lui-même pratiqué, une grève de la faim. D'ailleurs, une grève de la faim perlée, vous allez nous expliquer ça, justement pour dire que, alors c'était par rapport au vote, si je me rappelle bien, d'une loi sur le budget, voilà, sur le budget pluriannuel pour le climat, voilà, on va y arriver, budget européen. Racontez-nous ça, Eric, c'est récent, hein, c'est pas vieux. Oui, voilà, c'est pas grand-chose en fait d'une certaine manière, mais on arrive dans le concret. Vous parliez tous d'arriver dans le concret, mais c'est ça, on parle du climat, ça fait des années qu'on parle, on a tous les documents scientifiques qui permettent de montrer qu'il y a une crise climatique extrêmement grave, on a des pistes pour savoir comment se sortir de cette problématique à plein de niveaux, et on se rend compte que systématiquement, il n'y a rien qui se passe, enfin rien qui soit d'une ampleur suffisante pour vraiment freiner la course vers le mur. Et bon, en novembre, on a découvert que ce député européen, Pierre Laroutourou pour ne pas le nommer, qui était rapporteur du budget européen, s'était mis en grève de la faim parce qu'il considérait notamment, enfin en particulier, que la partie du budget consacrée à la lutte contre le réchauffement climatique était ridiculement basse. Et lui argumentait pour qu'une taxe sur les transactions financières puisse le permettre. Voilà, on a été quelques-uns, on s'est regroupés là-dessus et on l'a suivi dans son mouvement parce que sans forcément être d'accord sur l'exacte revendication qu'il avait, on trouvait absolument intolérable que le budget consacré à quelque chose qui nous concerne absolument tous d'une façon universelle soit aussi ridicule par rapport à d'autres notions. Et depuis, il y a eu une première phase de grève de la faim un peu longue, et depuis, le collectif qui s'appelle les grévistes de la faim pour un avenir possible, tout simplement, pour un avenir possible, parce qu'il y a encore des possibilités d'agir pour avoir un avenir souhaitable, ce qu'on oublie un peu de temps en temps, comme disait Pascal, on peut encore faire des choses. Aujourd'hui fonctionne de façon plus perlée, effectivement. Des gens prennent leur lait pour être en grève les uns à la suite des autres. Aujourd'hui, il y a des cercles de silence qui sont organisés. On a des membres qui sont allés manifester devant l'Assemblée nationale à Paris.
Et on est présent dans toute la France. Une tribune également qui a été publiée. Des tribunes publiées, exactement, et diffusées dans des grands médias nationaux, notamment. Et on espère faire bouger les choses comme ça. Moi, je voulais juste revenir sur un point. Bon, voilà, en dehors de ça, mais effectivement, c'est s'ancrer dans le réel, c'est s'ancrer dans le concret. Et une grève de la faim, on est dans son corps. On retrouve notre nature propre. De quoi avons-nous besoin vraiment? Qu'est-ce que nous consommons en excès? Moi, de me rendre compte que je pouvais rester 22 jours sans manger, ça m'a bouleversé. Ça me bouleversait, me dire mais qu'est-ce que je mange de trop tout le reste de l'année? Enfin, ça fait quand même sacrément réfléchir. Et donc la surconsommation était là, poignante même. Le confinement a eu cet effet sur beaucoup de gens aussi. Hein. Oui, oui. Les gens ont réduit leur budget, enfin pas tous, mais je connais beaucoup de gens qui ont... Ils ont surtout réappris à cuisiner. Encore des choses, on parle de la nature en ville, oui, les jardins ouvriers, c'est une nécessité. Quand on entend Damien Carême, l'ancien maire de Grande-Synthe, ville en transition comme les Charleroi, parler de jardins ouvriers, il dit c'est aussi un outil de lutte sociale. Si vous aviez eu pendant le Front populaire, si vous aviez eu moins de jardins ouvriers, les gars n'auraient pas pu tenir les piquets de grève. Et tout ça, on oublie dans la résilience alimentaire à quel point savoir soi-même produire sa nourriture est prépondérant. Et pour arriver là-dessus, pour revenir sur ce qu'on a dit un petit peu avant, accepter de lâcher prise aussi. Alors on parle de l'urgence et parfois avoir l'humilité de reconnaître que la nature est beaucoup plus rapide que nous pour changer les choses. Et on essaye de faire plein de trucs et on va planter ci, là, on va planter ça, là. Mais avec Sébastien, tout à l'heure, on est venu à pied. On a fait quelques kilomètres, je ne sais pas combien on a marché, presque 10 kilomètres pour venir ici à pied, en longeant la Seine et en passant par des zones de chantier, etc. Mais la façon dont la nature recolonise le moindre espace vide était prégnante. Elle n'a pas besoin de nous, en fait. Il faut juste qu'on accepte de la laisser revenir déjà dans plein d'endroits. Après, on peut améliorer les choses. On peut la diriger un petit peu. C'est le principe de ce que je promeus avec le Jardin Punk, c'est agir, mais à minima. On a besoin de résilience alimentaire. Ok, on va intégrer des arbres fruitiers, on va intégrer des potagers. Mais pour le reste, elle fait vachement bien le boulot. Elle amène directement les espèces qui sont adaptées au milieu, qui sont capables de résister à ces conditions-là. Et ça va toujours mieux marcher à partir d'une graine qu'à partir de quelqu'un qui l'a plantée. Petit moment pub, on avait accueilli Gilles Clément pour un rendez-vous des futurs, qui était venu effectivement parler du tiers jardin, Tiers paysage. Tiers paysage, pardon, oui. Et tout à fait. Et il y a 10 ans déjà, c'était un autre temps. Je vois le temps qui file et j'ai bien envie d'être à nouveau complètement lâche et de laisser le mot de la fin à un peu tout le monde. Voilà, c'est ma manière très simple aussi de parfois finir les choses. Tiens, blablabla, au hasard, Pascal Derme, un dernier mot? Avec le micro aussi, c'est mieux. Moi j'ai envie de dire que retombons amoureux de la nature. Voilà. C'est le printemps. Retombons amoureux de la nature. Elle nous le rendra bien. Voilà. Super mot. C'est ça. Super mot de la fin. Sébastien Lacomblet. Moi, j'ai envie de radicalité. C'est ce qui m'a déçu en politique et je comprends M. Jean-Jean et les difficultés. Moi, en fait, je ne suis pas un profil pour supporter ça. Parce que ce sentiment d'urgence me rend malade personnellement et j'ai le sentiment, enfin voilà, en ces temps, voilà, j'ai des gros doutes sur la capacité de la démocratie représentative à pouvoir mener les chantiers qu'il faut. C'est un chantier, effectivement. Didier Jean-Jean, c'est un chantier. Oui, bah moi c'est mon combat. Voilà, je n'ai pas les compétences littéraires de certains qui sont sur le plateau ou les compétences artistiques ou de maîtrise de la nature. Donc mon combat, je le mène ici et je peux vous dire que je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qu'on met en place, mais l'action, pour moi c'est le terme. Lui, il doit être dans l'urgence. La concertation, la démocratie, elle a le droit au temps long. Et donc, pour conclure, moi, je dirais que je suis plutôt positif parce que je suis très optimiste parce que si on arrive à prendre ce tournant-là, dans ces années-là, je pense que ce qui se dessine devant nous sera vraiment mieux. Alors voilà, moi je m'attache à ça. Je pense que le futur qui se dessine devant nous peut nous permettre d'avoir une vie bien meilleure. C'est mon moteur et c'est ce en quoi je veux croire.
Merci Didier Jean-Jean. Éric Lenoir, un mot pour finir. Un mot pour finir. Moi, je ne peux pas dire que je suis optimiste parce que je pense que ça manquerait de réalisme. J'essaye d'être très Un peu réaliste. optimiste, Et je constate qu'on est quand même de plus en plus nombreux à aller dans le sens nécessaire. Enfin, il suffit d'entendre tout ce qu'on s'est dit autour de cette table et à distance. Ça y va. J'aimerais juste que le vent contraire soit un peu moindre. C'est tout. Niels, pareil, même punition, un mot pour finir. Moi, je veux juste dire un très très grand merci parce que j'ai trouvé ça super inspirant et très concret également et à refaire très vite alors. Ce rendez-vous des futurs était réellement passionnant, stimulant, ébouriffant. Vous êtes tous chaleureusement invités du côté de Bordeaux. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a comme un tropisme girondin du côté d'Austins avec vous Pascal, Didier évidemment, moi de mon côté également avec Bordeaux, Eric sans doute aussi. Je suis dans Lyon, moi. Ah bon, mais c'est pareil, c'est sur pas le très Moi, loin. je suis beaucoup en Bretagne quand même. Oui, hein. mais c'est pareil, c'est pas Non, très loin. non. Sébastien à la Belgique et Charleroi à Bordeaux, il y a forcément des liens très forts. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce dialogue. Merci aux coproducteurs de cette émission, JD Carré, Triple C, Le Cube. Vous retrouvez cette émission en vidéo et sur toutes les bonnes plateformes audio, bien sûr en podcast. Comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement.